Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Alors pour démarrer, comme tous les samedis matins, un super aliment, une excellente source de protéines. Le poisson est notre aliment de la semaine. Au boulot, nous allons transpirer, faire du sport, un bon moyen pour booster sa productivité en entreprise. Eh bien, on en saura plus dans un petit moment. Maha Hadioui, la première golfeuse professionnelle marocaine et arabe à rejoindre The European Tour, est notre femme inspirante de la semaine. Elle est avec nous. Et puis côté santé, les différentes techniques de blanchiment des dents sont-elles sans danger? Eh bien, on vous dit tout dans un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous. Je retrouve mes invités et on démarre. À tout de suite. D'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver donc une nouvelle fois et c'est un plaisir pour moi de recevoir les invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi ce matin. À commencer par vous, Christophe Cano, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes expert en fitness international et avec vous, faire du sport en entreprise, un bon moyen pour booster sa productivité. Eh bien, on verra comment et pourquoi et comment on peut y arriver exactement dans un petit moment. Merci en tout cas d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Notre golfeuse professionnelle, jeune golfeuse professionnelle, mais au très grand talent, c'est vous, Maha Hadioui. Merci beaucoup d'être là. Merci et vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. C'est un plaisir de vous avoir. Marhaba bik. Merci. Merci. Et puis à vos côtés, le docteur Ahmed Fawzi Hatimi. Bien prononcé? Hatimi. Voilà. Hatimi. Voilà. Merci beaucoup d'être là, docteur. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes médecin dentiste et avec vous, blanchiment des dents, est-ce que c'est sans risque? Eh bien, nous allons passer en revue avec vous les différentes techniques. Et puis, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est, on va dire, moins bon? Vous serez notre guide ce matin. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme tous les samedis matins, on commence par quoi? On commence par une petite capsule nutrition. Un aliment choisi par l'équipe et décortiqué pour nos téléspectateurs. Ce matin, c'est le poisson et on regarde en images. Être comme un poisson dans l'eau, c'est être à l'aise. Alors plongeons à sa découverte. Vieux de plus de 500 millions d'années, le poisson vit dans l'eau, qu'elle soit douce, salée ou même saumâtre. Ne pas avoir de mémoire, c'est avoir une mémoire de poisson rouge. Pourtant, les études ont démontré que les poissons ont une mémoire de plus de 3 mois. Notre littoral marocain est très riche en ressources halieutiques. On y pêche principalement la sardine, le merlu, la sole, l'anchois, le maquereau, la crevette, le calamar, le sard, le chinchard, le pageot et de nombreuses autres variétés. C'est un aliment très nutritif, idéal pour notre santé. Il contient des minéraux, des protéines et des vitamines telles que la vitamine D, B3 et B6. Il est surtout très riche en oméga 3, bon pour le cœur, pour le développement du cerveau et pour l'équilibre émotionnel. Le poisson peut remplacer la viande dans notre alimentation. Qu'il soit cru ou cuit, le poisson est un plaisir de cuisine. Dans un tagine avec une sauce onctueuse et confite, dans une succulente pastilla aux fruits de mer, en grillade de plusieurs variétés ou crue dans des rouleaux de printemps. Alors, n'attendez plus pour profiter de ces bienfaits. Alors justement, je pose la question aux sportifs, il y en a deux aujourd'hui. Je vous pose la question, Christophe Cano, le poisson, source de protéines pour le sportif? Alors, bonne source de protéines? Excellente source de protéines, mais pas que, comme il est évoqué dans le petit reportage, source d'oméga 3, qui est essentielle évidemment pour le fonctionnement cérébral, pour le fonctionnement hormonal de l'organisme. Absolument. Donc central, et je dirais même obligatoire pour le sportif. Plusieurs fois par semaine? Ah oui. Et vous, Maha, justement, en tant que sportif de haut niveau, ça fait partie de votre régime alimentaire régulier? Oui, généralement. Alors, à la base, je ne suis pas fan de poisson, donc j'ai commencé à en manger plus depuis que je suis professionnelle de golf. Pourtant, vous avez grandi à Agadir. Pourtant, j'ai grandi à Agadir. C'est peut-être l'overdose de poisson, mais en tournoi, le soir, je ne mange que du poisson. D'accord. Soit du poulet, mais généralement du poisson, parce que c'est assez léger et pour le soir, absolument. C'est beaucoup mieux. Eh bien justement, on va continuer à parler sport. Docteur, justement, c'est pas parce que vous n'avez pas la casquette du sportif qu'on ne vous pose pas la question. Oui, ça fait partie de mon alimentation. Mais du sport aussi, vous en faites?
Pas aussi professionnellement que ma collègue droite, mais on essaye. D'accord. Mais le poisson, vous êtes... Oui, mais ça fait partie de mon alimentation, de mon régime alimentaire. Eh bien, parfait. Je suis plutôt fan de poisson. Eh bien, super. En tout cas, on l'a dit, le poisson est super bon pour la santé, très riche en oméga 3, excellent antioxydant. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va aller suer, mais au boulot. Et on en parle avec vous, Christophe Cano, vous êtes expert fitness international. Donc le sport en entreprise, un bon moyen pour booster sa productivité, mais aussi un bon moyen pour amener une cohésion d'équipe. Alors, avant d'en parler avec vous en particulier, un petit point avec une consultante DRH de l'importance du sport en entreprise, on regarde. Alors les bienfaits du sport ne sont plus à prouver, autant sur la santé physique que la santé morale. Aujourd'hui, les employeurs ont compris la nécessité et l'importance de pratiquer du sport. En tant que consultante RH, il a été prouvé, bien entendu, que le fait de pratiquer du sport va diminuer l'anxiété et va diminuer surtout le stress qu'on peut justement accumuler durant des journées très chargées. Donc c'est un exutoire au stress. Aujourd'hui, les entreprises qui n'ont pas forcément des moyens pour mettre en place des dispositifs sportifs au sein même de leur entreprise peuvent aussi encourager cet esprit sportif en mettant en place, par exemple, des journées team building avec des activités. Ils peuvent aussi signer des conventions et des partenariats avec des salles de sport à des prix, on va dire, compétitifs pour justement encourager les salariés à pratiquer le sport. Au final, vous l'aurez compris, un salarié qui pratique du sport régulièrement améliore sa productivité. Promouvoir le sport au travail, c'est promouvoir l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Eh bien, justement, avec vous, Christophe, on passe en revue, point par point, ce que Rita Arxby vient de citer, justement, l'importance du sport au sein de l'entreprise. Ce n'est pas juste un effet de mode aujourd'hui, c'est une nécessité? Alors, c'est une nécessité et c'est une prise de conscience de la part donc, des directeurs, je dirais, ressources humaines des grandes sociétés, mais pas que, les petites sociétés aussi s'y mettent, de tout simplement une volonté de mieux-être, non seulement au travail, mais à l'extérieur. Donc les retours sont excellents, puisqu'on se rend compte que dans les entreprises pilotes au Maroc, par exemple, la productivité des employés a été vraiment beaucoup plus importante durant le laps de temps au niveau des tests. Donc une meilleure gestion du stress, qui a été évoquée par la consultante donc, dans le reportage, de meilleures performances, meilleure motivation, meilleure détermination, et surtout le fameux team building, c'est-à-dire une cohésion de groupe qui ajoute au bien-être de l'employé. Donc vraiment, on est, je dirais, efficace sur tous les points et l'employé se sent mieux sur son lieu de travail et donc est beaucoup plus productif. Alors, vous parlez d'entreprise pilote, c'est-à-dire il y a eu des, on va dire des tests réalisés grandeur nature? Voilà, alors au Maroc, à l'international également, évidemment, il y a eu des structures qui ont mis en place volontairement, alors soit du sport en entreprise, soit comme l'évoquait Rita Arxby. Rita Arxby, excusez-moi, des sociétés qui ont signé des conventions avec des grandes structures. Donc, mais ça, on a l'impression que c'est plus un effet de mode, en fait, parce que ça fait du bien, c'est bien vu de prendre soin, entre guillemets, de ses équipes. Alors, c'est bien vu, certes, c'est vrai que c'est en vogue, mais parce que c'est efficace. Okay. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un employé qui est bien dans son corps et bien dans sa tête va être évidemment beaucoup plus productif. C'est vrai. Donc je dirais qu'il y a un côté qui peut être philanthrope de la part des sociétés, il y a surtout un côté très pragmatique qui est un aspect financier aussi, c'est qu'un employé qui est plus productif, tout simplement, va rapporter beaucoup plus évidemment à la société, et je dirais c'est le cercle vertueux. L'employé est mieux et donc produit plus. Donc c'est vraiment... Mais en même temps, quand on garde ses salariés jusqu'à 19h, jusqu'à 20h et qu'on demande à ses salariés de ne pas calculer les heures de travail, et ensuite en parallèle on leur dit mais de toutes les manières vous pouvez faire du sport ensuite, à quel moment ils peuvent faire du sport ces gens-là? Parce qu'à côté ils ont des familles, ils ont d'autres... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un état d'esprit général au sein de l'entreprise, pas uniquement signer des conventions avec des salles de sport et ensuite ne pas laisser le temps aux employés de pratiquer cette activité. Bien sûr. Alors, ça permet justement d'évoquer les fameuses certifications au niveau international ISO qui ont été mises en place sur l'équilibre, je dirais, de l'employé sur son lieu de travail. Donc, en effet, ce n'est pas juste dire aux employés, on signe une convention avec une structure et débrouillez-vous. C'est aussi leur permettre peut-être de pratiquer sur la pause méridienne de la journée, c'est-à-dire leur proposer entre midi et 14h, 13h et 15h, d'aller pratiquer, de déjeuner, de revenir sur le lieu de travail. Ce qui leur permet de se consacrer à leur famille sur les créneaux plutôt du soir. Absolument. Donc on crée un équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui va stimuler aussi le bien-être de l'employé.
Donc là, par contre, c'est une politique, à mon avis, globale des DRH qui doit être mise en place plutôt que juste, ce que vous évoquez, juste la volonté de signer une convention, de créer une petite salle de sport dans l'entreprise. Donc c'est une vision, je dirais, un peu plus systémique et générale qu'il faut mettre en place. Mais on se rend compte que les études sont vraiment claires en termes de productivité et surtout de ressenti de la part de l'employé. Et donc, là je parle au docteur que j'ai en face de moi, c'est que le niveau de santé de l'employé, d'après les études menées, progresse énormément à partir du moment où on met en place une activité physique, ou en tout cas on stimule une activité physique de la part de l'entreprise, en sachant qu'un employé va passer entre 8 et 10 heures, selon le poste, je dirais, et l'entreprise, sur son lieu de travail. Donc c'est le lieu sur lequel il passe le plus de temps au quotidien. Donc d'où l'intérêt d'arriver à ce type de fonctionnement. Absolument. Alors vous accompagnez les entreprises justement à la mise en place de ces stratégies. Tout à fait. Ça fonctionne comment? C'est-à-dire on fait appel à vous et quelle expertise vous amenez? Alors, au démarrage, il y a toujours un audit. Évidemment, donc il y a une mesure de ce qui est déjà fait. Alors malheureusement, très souvent, il n'y a pas grand-chose de fait. Donc on part sur un terrain vierge, un terrain complètement inexploité. Et on voit les possibilités en fonction des axes aussi que nous proposent, et des budgets que nous proposent les DRH, pour proposer, je dirais, une dynamique globale et une vision pour améliorer le bien-être des employés au travail. Donc ça va au-delà du sport. C'est aussi tout simplement l'agencement des lieux, ce qu'on appelle l'ergonomie. C'est l'agencement des postes de travail en tant que tel, pour limiter ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire un siège trop, par exemple, va engendrer... Ils sont bons, nos sièges, là? On est très bien. Super. Ils sont très bien. Donc, va engendrer des problématiques de dos. Donc, ça veut dire derrière des arrêts maladie ou un mal-être au quotidien, sans parler d'arrêt maladie, qui va engendrer évidemment une productivité diminuée. Donc la vision des DRH que nous amenons dans le cadre de l'analyse et de l'audit initial et des axes ensuite de travail va toujours dans ce sens-là. Mais alors, on n'a pas forcément besoin, quand on parle de sport en entreprise, on pense aux grandes machines, à beaucoup d'espace, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Il peut y avoir une salle et des cours qui font du bien, mais qui sont, on va dire, beaucoup plus doux, beaucoup moins envahissants en termes d'espace, des cours de yoga, de pilates, ce genre de choses aussi, c'est intéressant. Exactement. Certaines sociétés font le choix de juste faire venir des coachs. En fait, donc, ils aménagent malgré tout une salle, sécurisée, évidemment, agréable, climatisée, et ils font venir tout simplement des coachs sportifs. Donc sur des créneaux précis. Alors, très souvent, ça se fait entre midi et 2. C'est ça. Parce qu'évidemment, c'est les créneaux qui permettent après aux employés de partir le soir pour gérer leur famille. Et donc, ils proposent des cours de yoga, ça peut être du renforcement musculaire, souvent des activités quand même assez douces. Pourquoi? Parce que l'employé retourne sur le lieu de travail. Alors, il y a la problématique après, évidemment, de tout ce qui est sanitaire, la douche, tout ça, donc qui est un autre point. Mais en général, la première solution, je dirais, facilement réalisable, c'est la mise en place, tout simplement, de coachs sportifs, d'activités qui montrent aussi une dynamique. Sans parler de séminaires après bien-être et les fameux team building, puisque c'est évoqué dans le reportage, où on se rend compte qu'une équipe, évidemment, qui partage d'autres choses que le lieu de travail. Sans la hiérarchie, justement. Voilà, la hiérarchie est effacée. Puis évidemment, la stimulation de certaines hormones via l'activité physique amène aussi cette dynamique, permet d'augmenter l'efficacité et la productivité. Voilà. Alors justement, docteur Hatimi, à quel moment de la journée vous aimez pratiquer votre sport? Entre midi et 2 ou plutôt le soir? On passe à la pratique avec vous. Écoutez, honnêtement, là, on a vraiment, comme vous l'avez bien évoqué, on n'a pas vraiment le temps de pratiquer le sport. C'est-à-dire qu'on essaie d'aménager des moments, soit le week-end, soit prendre sur le temps de travail une matinée pour pouvoir exercer son sport. Parce que c'est vrai que la vie active, le travail, l'enchaînement des journées, l'enchaînement du travail, fait qu'on a du mal à trouver des créneaux horaires. Vous voulez un conseil, justement, comment arriver à avoir un créneau? C'est toujours une mauvaise excuse que de dire on n'a pas le temps de faire. On a le temps de faire ce qu'on veut. Voilà. Mais malheureusement, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de trouver des créneaux horaires, de dégager du temps de travail pour faire du sport. Ouais. J'aimerais bien des conseils, j'aimerais bien qu'on me coach sur ça. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire justement, Christophe? Alors, si vous me permettez, docteur, mais à partir du moment où vous allez le prioriser, alors c'est souvent ce que je réponds, c'est une réponse un peu, je dirais, j'aime pas le terme bateau, mais qui est souvent presque une évidence, mais qu'il faut vraiment mettre en application. Pour arriver à vraiment avoir une régularité, puisque la clé souvent de la progression dans le sport, c'est la régularité, vous le savez, c'est à prioriser vraiment le sport dans votre quotidien. Ça veut dire que, certes, vous avez une vie active très, 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 très chargée, c'est se dire, je bloque des créneaux
Et quoi qu'il arrive, ces créneaux-là sont réservés au sport. C'est ça. Comme si vous aviez des obligations professionnelles à ce moment-là, et c'est le seul moyen d'y arriver. Si le sport n'est pas une priorité, malheureusement, ça va passer après. Et donc, la première semaine, vous allez être très motivé, la deuxième semaine aussi, puis la troisième, ça va être plus compliqué. C'est ça. Ou deuxième option, alors là, ça a évidemment un coût quand même qui est différent, c'est le choix de faire appel à un coach sportif. Parce que le fait d'avoir un rendez-vous avec une personne, évidemment, qui va vous encadrer, qui va vous stimuler, avec une motivation extrinsèque, donc extérieure assez forte, ça va vous obliger à être présent, ne serait-ce que moralement par rapport au coach. Par rapport au Donc, rendez-vous, voilà, exactement. On va toujours annuler le rendez-vous. Hein. Non, oui, mais vous n'allez pas trop le faire, on c'est peut pas vrai. trop le faire, non. Vous allez le faire, mais c'est vrai que vous allez être gêné par rapport à la relation que vous allez au coach aussi. Ouais. Et c'est souvent ce que je recommande, c'est de faire appel à un professionnel parce que ça vous oblige. Et puis en plus, normalement, il y a une relation qui se crée avec le coach, d'amitié ou autre. Donc ça crée un moment aussi de convivialité et de partage. Donc c'est un moment de plaisir dans quelques petits moments de douleur. Alors Maha, vous n'avez pas ce problème. Le sport, on va dire, c'est votre quotidien. Le sport, c'est ma vie, mais enfin, moi, c'est plus le côté golf. Donc, pour moi aussi, ça a été au début difficile sur une journée, parce qu'au golf, on peut s'entraîner jusqu'à 10 heures par jour. Donc, c'était vraiment de limiter mon temps d'entraînement au golf et consacrer un temps pour aller faire de la gym. En fait, de préparer mon corps à être une bonne golfeuse. En fait, c'est ce que ça représente pour moi. Et donc c'est justement, c'est ce que j'ai dû faire, c'est vraiment mettre des créneaux. Donc de 7h à 8h le lundi, ou de 7h à 9h, je suis à la salle de gym et ensuite je vais au golf. Ou le mardi, après je me débrouille pour finir mon entraînement à 5h de l'après-midi, pour après... Parce qu'il faut du renforcement, parce qu'il faut travailler d'autres Exactement. parties du corps. Oui. Exactement. Ben oui, quand on passe à ce niveau-là, il ne suffit pas de bien faire sa pratique, enfin son activité, il faut aussi accompagner son corps à supporter justement... Exactement, tout est dans le détail en fait à ce niveau-là. Exact. Et donc si j'arrive à préparer mon corps pour avoir vraiment des conditions optimales à la performance, à ce moment-là, j'aurai un avantage sur les autres. Alors, bon, on a des questions de téléspectateurs, mais juste avant, je vous en pose une. Oui. On a de plus en plus de Marocains et de Marocaines qui se mettent à la course à pied. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une bonne pratique sportive? Alors, c'est une bonne activité? C'est une très très bonne question parce que c'est une question qui est récurrente et volontairement qui en plus est très tendance de par le boom de ce qu'on appelle le running. Absolument, dans le monde d'ailleurs. Voilà, dans le monde entier, on trouve cette explosion des pratiques, même des fois extrêmes avec le trail ou autre, ou les marathons, ou d'autres activités, les Ironman, tout ça. Et donc il est vrai que le running purement, je dirais, pratiqué, peut être intéressant dans le cadre d'un travail cardiovasculaire. Okay. Sauf qu'on lui donne très souvent tout un tas de vertus qu'il n'a pas. Dans le cadre de la perte de poids, c'est intéressant, mais sur du long terme, on se rend compte qu'on perd aussi beaucoup de masse musculaire. Donc, très rapidement, la prise de poids peut se faire puisqu'on fait fondre ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est-à-dire la capacité du corps, le nombre de calories que le corps consomme au repos. Simplement, lorsqu'on pratique une activité de running, on perd de la masse grasse, on perd de la masse musculaire. Donc, lorsque le poids est tombé, très souvent, quelques semaines ou quelques mois après, il y a une prise de poids qui se met en place à cause de la perte de masse musculaire. Parce que le corps fonctionne comme ça? C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que si vous diminuez le nombre de calories que vous consommez au repos, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, qui est très connu. Très rapidement après, il y a une reprise de poids et en tissu gras, lorsque la personne court un peu moins. Un peu moins, c'est voilà. ça. Donc, c'est-à-dire que pour être dans une dynamique, je dirais, claire, le running, oui, mais associé à du renforcement musculaire. Donc il faut vraiment arriver à associer les deux. Le running seul est une discipline qui, je dirais, n'est pas suffisamment claire pour stimuler une augmentation de la masse musculaire. Pourtant, on a l'impression que plus on court, plus on sèche, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est un faux repère, puisqu'on perd aussi beaucoup de masse musculaire, donc on n'a pas les effets escomptés au niveau esthétique. C'est ça. Voilà, donc qui sont souvent donnés à cette activité-là, puisqu'il est vrai qu'on perd beaucoup de poids rapidement, mais c'est du mauvais poids, je dirais, qui est perdu. Voilà, pour faire ça. C'est pas harmonieux. Exactement, tout à fait. Absolument. Voilà. On va sur les questions des téléspectateurs. Oui. Parfait, on y va. On a une question de Mehdi qui vous dit, lorsqu'on exerce un travail déjà très physique, quel sport est le plus recommandé pour améliorer sa productivité? Alors, merci Mehdi d'ailleurs pour la question. Avec plaisir. C'est très intéressant. Alors, augmentation de la productivité, je proposerais à Mehdi, moi, de pratiquer une activité en lien avec ce qu'on appelle le renforcement musculaire. Aujourd'hui, on a le boom du crossfit.
Oui. Donc c'est très intéressant puisque c'est vrai qu'on a une explosion des structures qui s'installent au Maroc, donc dans les grandes villes, mais aussi dans des villes plus moyennes. Le CrossFit est une discipline qui va permettre de stimuler ce qu'on appelle le système hormonal, donc les hormones qui vont lui donner de l'énergie et surtout au quotidien il se sentira bien mieux avec ces hormones-là. Donc je conseillerais à Mehdi dans ce cadre-là de pratiquer une activité de renforcement musculaire assez intense mais sur une durée courte. Ça veut dire 30 même si à son 45 travail est minutes. déjà Ouais. très physique, il dit. Alors, physique, mais justement, le fait que ce soit court, pour lui, ça soit facilement gérable. OK. Donc, je lui recommandation claire, travail musculaire, avec éventuellement ce qu'on appelle un travail cardio-training mélangé avec celui-ci, mais sur des durées assez courtes. Parfait. Voilà, 30 à 45 minutes. 30 à 40, c'est déjà pas mal, hein 30 à 45 minutes. Quand on a autre chose à côté. Mais Mehdi a de l'endurance. Alors, de l'endurance sûrement, Mehdi. Alors, Samia vous dit à quel moment de la journée faut-il que je fasse mon sport pour être plus productive au travail? Alors, c'est une très bonne question, sauf que cette question-là, elle dépend de l'individu. Il y a des personnes qui seront incapables d'être productives au travail l'après-midi lorsqu'elles réalisent un effort entre midi et 2, par exemple. OK. Et d'autres préfèrent le soir. Donc, pour répondre à Samia, si elle a tendance à être un peu fatiguée sur l'après-midi, je lui recommanderais de pratiquer entre midi et 13h, de prendre son déjeuner et ensuite de revenir au travail. D'accord. Tout dépend, je dirais, de son ressenti au quotidien. Donc, en fait, c'est pour lutter contre le pic, le creux, pardon? Alors, le sport peut avoir un double effet. C'est ça. Tout va dépendre de l'individu. Il peut avoir un effet stimulant. Le crossfit en est un, c'est-à-dire pratiquer un crossfit, vous allez avoir une stimulation hormonale très rapide après, donc vous vous sentez bien et vous n'allez pas avoir cette fatigue que vous pouvez avoir après un effort long. Donc, je dirais à Samia, si elle a tendance à être fatiguée l'après-midi, qu'elle fasse un essai, qu'elle pratique entre midi et 2. Selon le ressenti qu'elle a sur l'après-midi, c'est vrai que si elle est très fatiguée, bon, mais peut-être qu'elle est plus du soir, donc autant faire basculer l'activité physique le soir. Si elle sent au contraire que ça l'a stimulée, qu'elle garde la séance l'après-midi. Et tout dépend aussi du type d'activité. OK. Si c'est du yoga ou de la relaxation, il est vrai qu'elle risque peut-être d'être encore un peu plus fatiguée, mais elle sera plus détendue. Donc, Le tout dépend yoga, ça renforce ou pas? Alors, c'est du renforcement musculaire profond, OK. donc d'ailleurs le Pilates Pilates, fait partie c'est des disciplines qui sont très en vogue et qui sont d'ailleurs très efficaces dans le cadre de la lutte des troubles musculo-squelettiques, contre les troubles musculo-squelettiques. Le yoga, c'est une discipline qui associe plusieurs, je dirais, qualités physiques. C'est excellent en entreprise parce qu'il est vrai qu'on associe aussi un côté détente, relaxation qui est vraiment efficace. En tout cas, merci beaucoup Christophe Cano d'être là avec nous pour tous ces conseils d'expert fitness international que vous êtes. On continue l'émission ensemble, on va marquer une courte pause et on retrouvera notre golfeuse professionnelle, l'ambassadrice du golf féminin marocain Maha Hadioui, qui est notre femme inspirante de la semaine, et à vos côtés le docteur Ahmed Fawzi Hatimi pour le blanchiment des dents. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. On continue donc l'émission d'aujourd'hui. On a parlé de sport en entreprise. On parlera de la beauté du sourire et de blanchiment de dents. Mais bon, quoi en pense exactement? Est-ce que c'est sans danger? Eh bien, on en parlera avec le docteur Ahmed Fawzi Hatimi. Mais pour l'heure, notre femme inspirante de la semaine est là. Et merci d'être avec nous, Maha Hadioui. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir aussi. Vous êtes une toute jeune golfeuse, mais déjà un grand nom à l'international. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Alors, pour en savoir un peu plus sur vous, un reportage et on revient. Née à Agadir, Maha Hadioui découvre le golf à l'âge de 12 ans, une passion qui se révélera par hasard et qui est aujourd'hui le centre de sa vie. Elle fait ses débuts dans l'équipe nationale à l'âge de 14 ans, avec laquelle elle participe à de nombreux tournois internationaux, et notamment les championnats arabes qu'elle gagne 5 ans de suite. Lorsqu'elle part poursuivre ses études aux États-Unis, à Lynn University de Floride, Maha joue en tant que capitaine de l'équipe universitaire et sera élue en 2007 golfeuse de l'année et athlète de l'année par l'Association des coachs américains de golf. Fin 2010, elle passe professionnelle. En 2016, elle se qualifie pour les Jeux olympiques de Rio, où elle représentera les couleurs nationales dans une compétition confrontant les 60 meilleures joueuses mondiales, devenant ainsi la première athlète arabe à participer aux Jeux olympiques dans cette discipline. Pour Maha Hadioui, aujourd'hui le golf est une profession, mais reste profondément une passion avant tout. Elle ne peut imaginer sa vie sans le golf. Elle dit «
Le golf m'a énormément appris sur moi-même. Grâce à lui, j'ai fait des rencontres magnifiques et ça m'a permis de voyager dans le monde entier. C'est un sport exceptionnel parce que peu de sports fédèrent petits et grands en leur permettant de jouer ensemble, indépendamment de leur niveau. Alors Maha Hadioui, les JO de Tokyo se préparent? Oui. C'est en 2020. C'est l'objectif des 2 prochaines années. C'est ça. De se qualifier et bien sûr de faire une performance aux JO. Alors dites-nous, comment on se dit qu'on va devenir ou qu'on va faire du golf, on va dire son boulot, sa profession? C'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est venu assez naturellement pour moi et j'aimais tellement ce sport et sincèrement, quand on a 14 ans et qu'on fait quelque chose qu'on aime et qu'on se voit gagner, c'est une décision qui n'est pas très difficile à prendre. Après, ce qui a été le plus difficile pour moi à cet âge-là, c'est de gérer toutes les personnes qui m'ont dit non, tu ne veux pas, tu y arriveras pas. Les parents notamment? Non, mes parents ont toujours été derrière moi, ils m'ont toujours aidée. Mais c'est juste des personnes peut-être très bien intentionnées qui m'ont dit « Ah non, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas ». Et je pense que c'est quelque chose qui m'a donné énormément de motivation et qui m'a donné à l'époque ce courage de me dire je vais prouver qu'ils avaient tort. Plus on vous disait non, plus vous disiez oui. Exactement. Je vais le faire. Exactement. Et c'est ce qui a fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais passer professionnelle et je voulais être la première joueuse arabe à passer sur le tour. Alors justement, en même temps, nous on est dans notre contexte marocain, maghrébin, et on sait que devenir sportif professionnel de façon générale et golfeur et /golfeuse professionnelle de façon particulière, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est compliqué chez nous de vivre de sa passion et de vivre du sport. Oui. Alors justement, comment malgré tout vous êtes accroché à l'idée en vous disant ça va être ma carrière, je vais gagner ma vie avec le golf, voilà. Comment on peut motiver ces jeunes qui ont des passions sportives à aller jusqu'au bout et à y croire et de se dire bon ça sera ma carrière? Alors j'ai eu la chance quand j'avais 17 ans de découvrir que je pouvais aller aux États-Unis faire mes études gratuitement et en plus jouer pour l'équipe universitaire. Gratuitement, pourquoi? Parce que... Grâce à mon niveau de golf. Grâce au niveau de golf, et c'est quelque chose qui s'est fait vraiment dans une facilité telle que mes parents, ils n'y ont pas cru. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Alors vous avez fait comment justement, pour ceux qui sont intéressés? Tout simplement, j'ai envoyé des mails au coach, j'ai envoyé des vidéos de swing, j'ai envoyé mes résultats et je recevais plein de réponses de coachs qui me disaient, OK, on te donnera une bourse. Les études coûtent entre 30 000 et 50 000 $, donc c'est clairement... un budget qui est énorme, et je recevais des réponses, OK, on vous donne une bourse de 30 000, 40 000, 45 000, et j'ai été assez surprise parce que je me suis dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont été, ils étaient très inquiets parce qu'ils n'y croyaient pas. Et donc, parce que justement, quand on voit le reportage et qu'on vous voit, qu'on entend que vous avez fait vos études aux États-Unis dans une université, on se dit ses parents lui ont payé ses études. Non, c'est pas ça. Non. Vous vous êtes débrouillé pour avoir une bourse. Je me suis débrouillée pour avoir une bourse et du coup, les études aux États-Unis n'ont rien coûté à mes parents. Quand on fait le travail de fond, j'ai travaillé mon golf, je me suis vraiment beaucoup entraînée et je continue à le faire. Il y a des choses qui se mettent en place. Comme ces études, comme le fait de partir là-bas, que ça s'est fait assez facilement. Donc en fait, quand vous voyez ou quand vous entendez ces jeunes assez défaitistes à dire non, mais de toutes les manières, c'est pas possible, non, mais de toutes les manières, je ne vais pas y arriver, ça vous fait sourire ou ça vous énerve? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que... Coup de gueule, allez-y. Ah oui, ça m'énerve parce que... parce qu'on l'entend beaucoup. C'est ça. Voilà, on entend beaucoup, ah oui, mais c'est facile pour toi. Non, c'est facile pour personne. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très faciles à juger. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est très facile de juger la personne qu'on ne connaît pas en disant « Ah, elle a fait ses études aux États-Unis, voilà. Elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. » Enfin, c'est trop facile quand on ne connaît pas la vie des gens et on ne connaît pas ce qu'ils ont vécu. Parce que j'ai eu des expériences aussi où quand je disais « Oui, je veux passer professionnelle », j'avais 15 ans, quand je disais « Je veux passer professionnelle et être la première à jouer sur le circuit », on me rigolait au visage. On me disait, mais c'est impossible, tu joues pas assez bien. Et parfois, le fait de se dire non, je peux y arriver, je peux le faire,
Et ces gens-là ne se rendent pas compte que... Et je pense que ce n'est pas mal intentionné, mais ils ne se rendent pas compte que c'est ce genre de personnes qui parfois nous donnent la force d'aller se battre. C'est ça. Alors vous dites souvent, j'ai appris à me connaître, à dépasser mes limites, à gérer la pression aussi. Justement, dans ce sens-là, quels conseils pouvez-vous donner aux téléspectateurs ? Alors, le golf, c'est un sport qui est très mental. Donc beaucoup diront c'est pas très physique, ça l'est sur la longue durée parce qu'on joue, donc on marche à peu près 10 km, 6 jours de suite sur plusieurs tournois d'affilée, donc ça l'est aussi. Mais c'est un sport où on n'a pas d'adversaire, où le seul adversaire c'est nous. La balle est au repos, la balle bouge pas, c'est à nous de décider quand on joue le coup et c'est vraiment un sport où on doit se confronter à ses propres démons et pousser et vraiment, c'est le seul sport où il n'y a vraiment pas d'excuses. L'adversaire, c'est le parcours et c'est nous-mêmes à ce moment-là. Donc, c'est un sport de chance aussi ? Il y a le coup de chance ? Oui, il y a de la chance, mais on crée sa propre chance. Je pense statistiquement, je crois beaucoup aux statistiques. Donc pour moi, si je continue à faire des coups parfaits, j'aurai plus de chance que celui qui n'en fait pas. Mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour Merci. les JO de Tokyo en Merci 2020. beaucoup. Messieurs, vous êtes impressionnés parce que moi, je le suis. Oui, Christophe ? Plus qu'impressionné, c'est un parcours qui est tellement inspirant pour notre jeunesse. C'est-à-dire se dire qu'on peut, à tout moment, avec une volonté de faire comme vous avez eu, arriver aux objectifs les plus fous. Je trouve ça tellement d'abord beau pour le parcours en tant que tel et pour le sportif que je suis aussi, toujours. C'est ça. C'est tellement stimulant et tellement exceptionnel d'arriver à un si haut niveau en partant d'une base, je dirais, d'un endroit un peu reculé ou autre. C'est vraiment, et puis pour notre jeunesse, leur montrer que quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver et qu'il n'y a pas d'excuses, comme vous le disiez. Mais on dit souvent que le golf, c'est un sport de bourge. Vous l'entendez, ça aussi ? Oui, énormément. Mais c'est un sport qui est de moins en moins cher. C'est vrai que ça coûte cher. Les inscriptions pour être membre d'un golf sont assez chères, mais il y a des golfs, disons, publics qui sont beaucoup moins chers. Les clubs de golf sont de moins en moins chers. La plupart des académies aujourd'hui pour les jeunes sont gratuites. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir jouer au golf sans avoir à payer beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais après, je pense que ça s'étend à vraiment tous les sports. Et c'est pour ça que moi, je suis fan de golf et c'est ma passion, mais je suis fan de sport en général, quel que soit le sport. C'est vraiment du dépassement, c'est vraiment pousser, justement le CrossFit. Je regarde souvent à la télé les CrossFit Games et c'est vraiment un dépassement de soi qui est monstre, qui est impressionnant. Et pour moi, c'est un travail physique, mais c'est surtout un travail mental qui est fait. Et c'est pour ça que justement, quand vous en parliez par rapport à l'entreprise, ça rend la personne plus forte physiquement, mais surtout mentalement. C'est pas mauvais pour les articulations, le CrossFit ? Alors, parce que c'est rapide et c'est une très bonne question parce que... C'est pas traumatisant ? Il y a des études récentes américaines qui montrent que, évidemment, quand on est dans l'extrême, c'est ça. Il y a toujours des problèmes qui se posent, mais dans tous les sports. Hein, dans tous les sports. Le CrossFit aujourd'hui, avec le recul qu'ont les Américains, puisque le CrossFit est né aux États-Unis, et je dirais, ils ont un recul un peu plus important que le nôtre aujourd'hui, montre qu'il y a quand même un nombre de blessures plus important que sur les autres sports. La raison, elle est simple, c'est qu'on cherche à faire un mouvement vite, c'est ça. Sans se soucier de la qualité d'exécution. Exact. Il y a un retour un peu en arrière aujourd'hui, normalement dans les box. Les box, ce sont les salles spécialisées dans le CrossFit, dans lesquelles les entraîneurs, donc les coachs, sont vigilants maintenant à la qualité de réalisation. Donc, c'est-à-dire qu'on demande, certes, parce que la base du CrossFit, c'est le WOD, c'est-à-dire on essaie en 10 minutes de faire le plus grand nombre de répétitions sur plusieurs exercices. Donc, voilà, ils ont ajouté aujourd'hui, dans le développement du CrossFit, l'aspect, je dirais, sécurisation du pratiquant. Quitte à faire le mouvement un peu plus lentement. Pour limiter les fameuses blessures dont vous parlez. Alors, je vous embête un peu, Dr Hatimi, golf ou pas golf ? C'est un plaisir, c'est vraiment enrichissant d'être parmi vous dans ce plateau, entre deux grands sportifs. Alors, golf ou pas golf pour vous ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça vous donne envie ? Mais c'est vrai que ça donne envie, mais jamais pratiqué. J'aime bien voir, j'aime bien leur finesse de geste. Parce qu'il n'y a pas que la force, parce que je ne m'y connais pas très bien en golf, mais apparemment il y a des coups où il faut taper fort, il y a des coups où il y a de la finesse. Et moi j'aime bien ce mix entre les deux techniques. Puis voilà. On peut commencer à n'importe quel âge, je crois.
Je crois, ouais. Je sais pas. On vous a motivé aujourd'hui on va l'envoyer grand sportif aujourd'hui. Le problème du golf, c'est que ça demande du temps. Du temps, c'est ça. Comme vous ça, disiez c'est ça. Exact. Ouais, ça demande beaucoup de temps, mais l'avantage, c'est que on peut jouer une partie de 4, le grand-père, le papa, la maman et les enfants. Et c'est ça qui est beau, c'est un sport de partage. Ok. Moi, je vois tellement les gens s'y mettre au golf que je me dis que ça doit être super agréable de faire du golf. Parce que là, c'est comme le sport en salle et tout ça. C'est le grand boom, le golf, maintenant. Alors, on a une question pour vous, Maha, de la part de Anas, qui vous dit qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors des JO de Rio? Pas grand-chose. Ah si, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je ne sais même pas par quoi commencer. Mais c'est vraiment le fait que tout le monde est là dans le même esprit. Tout le monde est là pour le même but, la médaille, tout le monde est là dans cet esprit sportif. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus marquée. Après, je pensais que... Comment dire ? Ça a été une expérience très difficile pour moi, les JO. Et c'est aussi un moment, justement, qui m'a renforcée. Alors, normalement, j'en parle pas, donc, mais voilà, j'ai aussi reçu... ça ne s'est pas très bien passé pour moi au JO, je n'ai pas bien joué. Et j'ai reçu beaucoup de messages très, très, très méchants sur Internet. Et c'est quelque chose que je pense de la part de gens que je ne connaissais pas. Marocains? Marocains. D'accord. Et j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. Aussi. Mais j'ai reçu beaucoup de messages très méchants et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Et voilà, et c'est quelque chose qui a fait que j'ai aussi, après les JO, dû beaucoup travailler sur moi pour essayer de comprendre cette réaction, cette méchanceté gratuite. Et voilà, donc les JO m'ont marqué en bien et ça a été aussi une épreuve assez difficile parce que j'ai dû apprendre à gérer ce genre de choses. On vous en a voulu, en quelque sorte? Je pense. C'est ça? Oui, je pense que certaines personnes... Donc en fait, c'est le top 60 mondial qui se qualifie pour les JO. J'étais la dernière qualifiée. Et donc, de manière réaliste, mes chances de médaille étaient... Enfin, il y a toujours une probabilité de pouvoir faire un exploit, mais les chances de médaille étaient très faibles. Et donc, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et j'ai reçu beaucoup de messages positifs, d'encouragement avant le tournoi, mais j'ai aussi reçu beaucoup de messages très méchants. Et c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ça se passe énormément. Et je pense que voilà, ça aussi, c'est un message aux gens qui peuvent recevoir ce genre de message, de laisser glisser. Parce que moi, je les ai pris très personnellement et ça a été une épreuve très difficile pour moi. Parce que j'en avais pas l'habitude aussi, parce que si j'ai rien à dire, je dis. En tout cas, nous, on est fiers de vous. Merci. Et je vous fais même un gros câlin. Ah merci. Vraiment fiers de vous. Et merci beaucoup d'être là. Merci et on vous souhaite beaucoup de courage pour 2020. Oui. Merci beaucoup, Maha Hadioui, d'être là. On continue donc l'émission ensemble. Ça va, pas trop d'émotion? Ah non, ça va. C'est bien? Non, depuis, ça va. Super, parfait. Allez, on parle santé tout de suite. Allez, on va parler de blanchiment de dents sans transition, de golf, émotion aux dents. Bref, il va falloir trouver la perche entre tout ça. C'est qu'elle a de très belles dents. Elle a de très belles dents, exactement. Merci, docteur. Tout à fait. Tout à l'heure, en rencontrant docteur Hatmi, je lui ai dit, s'il vous plaît, pas de déformation professionnelle, pas d'analyse. On essaie de voir autre chose que les dents. C'est pas évident quand on est dentiste, médecin dentiste. En tout cas, comment fonctionne une séance de blanchiment de dents? Nos équipes sont venues chez vous dans votre cabinet pour voir techniquement comment ça se passe. On regarde et on revient pour en parler. Les blanchiments dentaires sont les techniques qui permettent l'éclaircissement des dents à travers un principe très simple, c'est la libération des molécules d'oxygène contenues dans les produits actifs et qui permettent l'éclaircissement de la surface de la dent. Il existe deux grandes techniques de blanchiment dentaire, les techniques ambulatoires et les techniques réalisées au fauteuil chez le médecin dentiste. Les techniques ambulatoires sont des techniques qui sont faites à domicile via des gouttières réalisées par son dentiste et très bien adaptées à ses dents. Ces techniques-là utilisent un principe actif qui ne sont pas très concentrés et qui sont utilisés soit le jour, soit la nuit par le patient lui-même. Le blanchiment au fauteuil nécessite 3 cycles de 15 minutes. Ce sont des techniques qui sont réalisées au cabinet dentaire et qui utilisent des produits très concentrés. Une fois ces molécules sont libérées,
l'effet blanchissant est réalisé. La première étape consiste à la protection des tissus environnant la dent. La protection des joues, la protection des lèvres et la protection surtout des gencives. Cette protection se fait à l'aide de silicone souple qui permettent d'éviter le contact de ces produits-là avec les tissus mous. La deuxième étape consiste en application du produit actif à la surface de la dent et par la suite, la libération de l'oxygène se fera par la lampe UV et nous activons notre lampe. Le blanchiment dentaire au fauteuil donne des résultats très satisfaisants dans un minimum de temps. Mais attention, il faut le réaliser chez votre médecin dentiste. Eh bien justement, c'est pour ça que vous êtes avec nous, docteur. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Et on va essayer de parler de cette, on va dire, grande mode du blanchiment des dents. Pourquoi aujourd'hui on ne se suffit plus à un bon brossage qui respecte, on va dire, les normes et les recommandations des spécialistes, à savoir 3 minutes, 3 fois par jour, les brossettes, le fil interdentaire, etc., pour avoir une bonne hygiène. Mais on cherche absolument cet éclat et cette blancheur qui n'est pas forcément naturelle. Ouais, alors parce que Pourquoi ne pas se suffire à ce qui se faisait avant? Oui, parce que le brossage ne permet pas d'éclaircir les dents. Ça ne change pas la teinte de la dent. Le but par le blanchiment, c'est d'éclaircir, c'est de changer la teinte, c'est de changer la couleur de la dent. De toute façon, maintenant, on ne parle plus de blanchiment dentaire parce que le terme blanchiment ne veut absolument rien dire. On ne rend pas les dents blanches. On parle plus maintenant d'éclaircissement dentaire. Le but, c'est d'éclaircir la teinte. Et donc, le brossage ne permet pas d'éclaircir les teintes des dents. Mais pendant, on va dire, des années, on s'est suffi à un bon brossage. Aujourd'hui, alors moi, ma crainte avec le blanchiment, c'est qu'on fasse l'impasse sur l'hygiène. Mais écoutez, normalement, les gens Pas avec la technique, ouais, mais avec, voilà, on se dit, mes dents sont blanches, j'ai moins besoin d'un bon coup de brosse, comme on dit. Bah, écoutez, je ne crois pas que ça va arriver parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de vous brosser les dents, vous avez d'autres problèmes qui vont venir très très rapidement. C'est l'accumulation de la plaque dentaire, c'est le reste des aliments qui restent, qui se forment au bout de 2-3 heures après avoir mangé. Et donc, ça crée beaucoup plus de problèmes par la suite. Etc. Voilà, les gencives qui commencent à devenir rouges, qui commencent à saigner. Puis après, la plaque qui va devenir du tartre, elle va devenir un peu plus dure et ça s'appellera du tartre. Et donc, les gens qui veulent faire du blanchiment sont généralement des gens qui cherchent à avoir... qui cherchent la perfection. Voilà, ça m'étonnerait qu'ils tombent dans ce problème-là de ne plus se brosser parce qu'on a des dents blanches. Ok, alors maintenant, on a parlé enfin, on a vu en image la technique en cabinet. Maintenant, on va dire que c'est celle qui se passe dans les normes. En même temps, c'est très douloureux. C'est douloureux. Moi, je ne vous laisserai pas dire ça. Moi, je vous le dirai, parce que je l'ai testé une fois et je ne le referai plus. Voilà, c'est extrêmement douloureux parce qu'il y a ces sensations de décharge électrique. Enfin, je ne sais pas qui a déjà testé un blanchiment autour de... Mais là vous découragez les gens qui vous regardent. Non, mais je leur dis on se dit tout. Ouais, on se dit tout, c'est la vérité. Non, c'est que les produits qu'on utilise pour faire du blanchiment dentaire, c'est surtout des produits qu'on utilise avec les lampes UV, c'est des produits qui sont assez concentré en molécules de base qui est du peroxyde d'hydrogène, mais qui va se transformer en de l'oxygène. C'est ça. Voilà, donc ces produits-là sont très concentrés. Parfois, sur certains patients, on peut avoir des petites sensibilités, on va dire petites sensibilités ou des sensibilités en général. On peut avoir des sensibilités qui disparaissent très rapidement. C'est les 2 heures jusqu'à 10 heures qui suivent le blanchiment où il y a des sensibilités. Mais on ne peut pas dire qu'on ne referait pas l'expérience. Maintenant, les dernières techniques nous permettent d'éviter de refaire des blanchiments avec les lampes et avec les produits très concentrés. En fait, le dernier consensus serait d'associer les 2 techniques, c'est-à-dire les techniques ambulatoires avec des gouttières, avec les techniques au fauteuil avec les lampes. Donc, on commence tout d'abord par faire un blanchiment au fauteuil chez son médecin dentiste. Okay. Puis par la suite, on fait un complément de traitement avec les gouttières pendant 6 nuits en principe. Okay. L'avantage, c'est que, on doit bien signaler que quand on fait un blanchiment, c'est pas à vie. Un blanchiment a une durée de vie. Il a une durée de vie de combien de temps? Voilà, les gens qui ne sont pas prêts à entretenir ce blanchiment, moi je leur déconseille de le faire parce que ça va être un investissement pour 6 mois à 9 mois. Ça dépend de l'alimentation, ça dépend de l'hygiène de vie de chacun. Thé. Voilà, l'alimentation en général, les habitudes alimentaires, les habitudes quotidiennes. Les gens qui ne sont pas prêts à entretenir, ça va être un investissement pour 9 mois. Après, pour éviter ce genre de problème, on fait
un rappel tous les 9 mois avec les gouttières qu'on a données au début au patient. Et donc, du coup, le patient peut entretenir son blanchiment sans retourner à la case de départ, qui est faire le fauteuil. Voilà. C'est pas corrosif pour les dents à force? Le mot corrosif est un peu... Il n'y a pas de corrosion là-dedans. C'est un agent... Si, c'est un peu agressif parce qu'il y a mais c'est contrôlé. C'est une agression qui est contrôlée, qui est maîtrisée. C'est pas une agression. Maintenant, si vous le faites dans des bars à sourire, je peux rien vous garantir. C'est ça. Si vous le faites dans un milieu professionnel bien encadré, bien guidé, je ne vois aucun problème. Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour savoir si un blanchiment annuel, une fois par an, une fois tous les 2, un blanchiment régulier sur plusieurs années ne va pas, au contraire, fragiliser l'émail dentaire? C'est ce que je vous disais. La technique maintenant, c'est de faire un blanchiment au cabinet, au fauteuil. Par la suite, entretenir avec des gouttières et entretenir qu'avec les gouttières. Tout en sachant qu'avec les gouttières, les produits sont très peu concentrés. Et que les produits en normes européennes sont concentrés à 6%. Donc, c'est vraiment des à 6% en cabinet? Non, en ambulatoire. OK. Sur du carbamide, c'est un autre produit qui est très peu concentré. Donc, on donne entre les mains du patient des seringues de blanchiment qui sont très peu concentrées, mais qui permettent l'entretien. Maintenant, si vous commencez un blanchiment avec les gouttières, vous n'aurez pas un résultat exceptionnel, parce que les produits ne sont pas très concentrés. Mais maintenant, si on entretient avec ce genre de produits, on peut... Parce que l'entretien ne se fait pas quand on perd totalement son blanchiment. On le fait quand on voit qu'on a un peu perdu d'éclat. C'est ça, c'est, on va dire, un suivi esthétique. Voilà. C'est un suivi esthétique. Moi, je donne toujours l'exemple au cabinet, j'explique ça aux patients en donnant l'exemple. L'oxygène, quand on le met au contact de n'importe quel tissu, il le fait blanchir. Quand on le met au contact des cheveux, ça fait blanchir. Quand on veut se décolorer les cheveux et qu'on met un produit décolorant qui est à base d'oxygène, si on ne fait rien pour entretenir, on aura une partie noire et une partie jaune. C'est ça. Donc c'est un entretien qu'il faut faire. Si on ne fait pas de l'entretien, c'est pas quelque chose... Parce que les gens souvent nous posent la question, est-ce qu'en faisant mon blanchiment, ça y est, c'est bon, j'aurai les dents blanches toute la vie, ça aurait été trop sympa et trop simple. Non, il faut entretenir. Et l'entretien devient de plus en plus facile avec les gouttières qu'on donne au début. Et avec un entretien, vous n'avez même plus besoin de consulter votre dentiste. Vous voyez qu'au bout de 6 mois, vous avez des teintes qui commencent un tout petit peu, enfin la couleur des dents qui n'est plus aussi blanche. Vous faites un petit entretien d'1 jour ou 2. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces kits qui sont en vente libre dans les paras, dans les supermarchés, etc. Je vais utiliser un terme qui est très vrai, c'est catastrophique. Ah oui? C'est catastrophique. Même si c'est sous-dosé? Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un blanchiment sur n'importe quelle personne. C'est vrai. C'est-à-dire qu'un blanchiment nécessite obligatoirement, au préalable, un diagnostic. C'est un traitement. Un blanchiment, c'est un traitement. Vous dites on ne peut pas le faire sur n'importe quelle personne, il faut que la bouche soit complètement saine, pas de gingivite, pas de carie, pas de C'est ça, c'est plutôt ça. Quand on veut faire un blanchiment, on applique un produit sur la surface de la dent. Ce produit-là, il va pénétrer la dent. Ouais. Quand la dent présente une carie, ça veut dire un trou microscopique, mais c'est un trou, c'est-à-dire que c'est des bactéries qui ont un peu dégradé la surface de la dent. Ce produit-là, si la carie n'est pas traitée, va s'introduire. Et donc, c'est des produits très concentrés, c'est de l'oxygène. Et voilà pourquoi on a des grosses sensibilités, on a même parfois des grosses douleurs. C'est que le produit s'infiltre à l'intérieur de la dent et on a de grosses douleurs par la suite. Donc, nécessité de faire un diagnostic préalable de toutes les dents, nécessité de voir si on a besoin de le faire ou pas, parce qu'il y a certains cas où on ne peut pas faire de blanchiment. On peut pas... Quand on veut faire un blanchiment, il y a des conditions. La première, c'est que les dents doivent être saines. Imaginez que quelqu'un qui se présente avec une couronne, par exemple, sur une dent de devant, une dent d'à côté où il y a une ancienne carie traitée par un composite, je ne sais pas si les termes... On vous suit. Et qu'il veut faire un blanchiment. Le blanchiment ne va servir qu'au niveau des dents. Donc les dents vont blanchir. Le composite non, la couronne non plus. Voilà. Donc on aura un gros décalage. Un blanchiment, c'est fait dans certaines conditions, sur certains patients. Ce n'est pas un traitement qu'on fait comme ça, on part au supermarché à côté, on prend un petit bâtonnet, on commence à badigeonner les dents. Non. C'est ça. Une petite question directe au médecin avant qu'on passe aux questions des téléspectateurs. Gratuite. Gratuite, exactement. Consultation gratuite. C'est le plus de l'émission, en fait. Mais je crois que j'ai eu la réponse, parce que c'était par rapport, on a parlé juste avant,
c'était par rapport à l'aspect douleur, en fait. Et l'aspect aussi, oui, une question que je vous ai posée tout à l'heure, d'ailleurs, aussi avant, par rapport à l'émail, mais vous avez répondu partiellement, c'est est-ce que le produit que l'on met, que je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs, c'est le peroxyde d'hydrogène, le peroxyde d'hydrogène, pardon, peut à un moment donné altérer l'émail. C'était la question justement que je me posais avant, vous y avez répondu partiellement. Oui, mais le peroxyde d'hydrogène, à certaines concentrations, utilisé dans certaines conditions, n'a aucun effet néfaste sur l'émail. Maintenant, si vous faites un blanchiment aujourd'hui, que demain vous refaites un autre, qu'après-demain vous refaites un autre, c'est sûr que vous allez un peu agresser votre... Mais s'il est fait, comme je vous ai expliqué, dans certaines conditions, un certain rythme, avec une certaine manière, on n'a aucun problème dans ce sens. Alors, on a une question pour vos docteurs de la part de Nouha Tétouan qui vous dit comment éviter les irritations buccales après un blanchiment dentaire. Écoutez, nous on a un processus. Les dentistes, en général, avant de faire un blanchiment, il y a un processus. La première des choses, c'est qu'on propose souvent aux patients de faire des gouttières de fluoration pendant 30 minutes. Avant de faire la séance de blanchiment au fauteuil. Et souvent, on fait une autre séance de fluoration pendant 30 à 1 heure après le blanchiment. En cabinet même ? Les séances de fluoration se font par gouttière. Ok, donc à la maison, ça peut se faire à la maison avant. Ça peut se faire, moi je donne les gouttières aux patients, ils font leur fluoration 30 minutes avant de venir à la séance de blanchiment et ils remettent leur gouttière de fluoration juste après la séance. Ça permet un tout petit peu de renforcer les dents. Vous savez, il y a des gens qui après la séance de blanchiment, ne sentent absolument aucune douleur. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à terminer leur séance ou qui ont du mal à supporter ça. Mais en faisant des gouttières de fluoration, je crois que la sensibilité chute énormément. C'est ça, la sensibilité. Mais c'est que de la sensibilité, on n'altère pas la dent. Ok. C'est que de la sensibilité. Vous savez, on a de la sensibilité parfois sans rien faire. Il y a des gens qui ont des sensibilités dentaires sans rien faire. Soit parce que les dents se sont dénudées, enfin, il y a beaucoup de raisons, déchaussées. Je ne voulais pas utiliser le terme scientifique de la chose, je voulais être un peu plus... Je suis désolée, j'ai trop appris avec les médecins. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous. Docteur Ahmed Fawzi Hatimi, médecin dentiste à Casablanca, Christophe Cano, expert fitness international, et Maha Hdiwi, notre femme inspirante de cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Voilà, je vais y arriver. C'était un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. À demain sur Média TV. Au revoir. Merci.